John Bowlby est un psychanalyste anglais qui a commencé ses travaux après la Deuxième Guerre mondiale. Il a fondé les éléments cliniques, la Tavistock-clinique, qui était surtout orientée vers la mise au travail, les difficultés de travail des sujets anglais. Et c'est lui qui a créé cette psychothérapie nouvelle, qui était axée surtout sur les théories de Melanie Klein. Mais en même temps, employée par l'Organisation mondiale de la santé d'abord pour justifier les notions de carence familiale, il en a saisi les limites en faisant la connaissance de Lorenz à Munich. Il lui a montré l'importance de la notion d'empreinte, si bien qu'il a quitté la théorie de la séparation pour appliquer la théorie de l'attachement, considérée comme plus facilement généralisable à l'homme. Elle existe chez les animaux, elle peut exister aussi chez l'homme. L'attachement dépend de l'empreinte génétique, bien entendu, on le sait. Et cette empreinte génétique marque la relation du très jeune enfant avec ses parents, avec sa mère en particulier. C'est l'enfant qui détermine aussi la montée laiteuse. Il constitue aussi une empreinte génétique pour la mère, de même que la cavité primaire constitue l'empreinte pour l'enfant. Cavité primaire qui n'est pas seulement le fait d'une femme qui met son enfant sur sa poitrine, mais une femme qui offre sa poitrine entière à la concavité de sa poitrine, jusqu'aux extrémités de ses doigts que l'enfant saisit souvent, la bouche aussi, l'organe supérieur du pharynx. Tout cela constitue ce qui a constitué la cavité primitive qui permet à un enfant la satisfaction orale dans l'attachement. Or, John Bowlby avait montré les progressions de l'attachement d'abord aux yeux, l'attachement à la bouche, l'attachement aux odeurs de la mer, etc., comme l'avait fait Harlow à New York, à Yale, montrant chez les singes les conséquences de l'attachement, les difficultés de la séparation et la guérison par le contact avec les petits singes. John Bowlby a été plus loin après. Il a dit qu'il y avait des mécanismes cognitifs dynamiques opératoires pour expliquer ces attachements. Et ceci a été démontré ultérieurement par ses élèves, en particulier par Mary Edwards, dans la fameuse expérience paradigmatique de l'attachement. Mary Edwards a en effet décrit des types d'attachement chez l'enfant, le type sécuritaire, le type défiant et le type ambivalent. Puis Mary Main, qui est une disciple et une contemporaine de Mary Edwards, a montré que les attachements étaient transmis d'une génération à l'autre. Mais Mary Main montre donc que cet attachement se transmet de l'enfant aux parents et des parents à l'enfant, comme si cet attachement et ces mécanismes étaient transmis génétiquement. Bien entendu, les auteurs français, et moi-même en particulier, ne pouvons pas adorer une théorie simpliste comme cela. Si l'attachement est transmis par des mécanismes génétiques, les relations sont beaucoup plus complexes et la transmission intergénérationnelle que nous étudions complètement dans notre données transmises est un phénomène infiniment plus complexe et plus riche. Il n'en est pas moins vrai que c'est une donnée intéressante pour prendre la création de l'objet à partir de cette transmission de l'attachement. Hazelton est un pédiatre qui a joué un rôle énorme dans la diffusion des connaissances sur le développement du bébé. C'est un homme un peu comme ça, charismatique, qui disait à mère, après l'accouchement, regardez, moi je veux faire de vous une bonne mère parce que votre enfant est formidable. Maintenant, je retourne à M. Berry Brazelton, que je n'ai pas besoin de présenter. Je célèbre dans le monde entier. Vous savez qu'il est de Boston, et vous savez qu'il a une célébrité énorme. Moi, je l'ai connu il y a quelques années. Je me rappelle ce film où il disait « Donnez-moi un bébé pendant 10 minutes, j'en fais une mère. » Il dit donc « Donnez-moi une mère, j'en ferai une bonne mère en 10 minutes. » Il est aussi célèbre dans les milieux plus spécialisés en raison du test qu'il a proposé. Le NBAS, le test de Brazelton, mesure les aptitudes du nourrisson, aptitudes motrices, aptitudes sensorielles, aptitudes neurovégétatives surtout. Et on voit comment un enfant réagit à l'absence ou à la présence de ceux qui l'entourent, comment ces syndromes vasomoteurs témoignent de son inquiétude. C'est un test intéressant, qui n'est pas prédictif de tout, mais qui est intéressant pour voir qu'un enfant est bien constitué. Turn over here, that's the boy. Come on back over here. Over here, that's the boy. That's the boy. It's beautiful. So, with that, I began to collect all of the things that I could about newborn babies and began to be aware very quickly how different babies were from one culture to another. I had a chance to go to southern Mexico
and play with babies that are like Japanese babies. They're right across the Pacific to Mexico, and Japanese babies at birth are like, they're beautiful. They're very slow in their movements. Their fingers, their toes are like ballet dancers. And because of this low-keyed motor, they can pay attention like this, back and forth and up and down. They pay attention to our stimuli when Kevin and I go for 30 minutes without a break. Now, we can get 3 minutes of attention out of a Caucasian baby, because a Caucasian baby pays attention like this, throws off a startle, and gets excited. And then we have to bring them back, pay attention 3 more minutes. And I began to realize that there was a genetic component to this, but also we found from our research that there's an intrauterine experiential part, because mothers in the island that a mother is giving up, maybe as we give up autonomy to her and allow her to take the control, she learns something very Ligné tout à l'heure, ah, sur les bords. Non, non, c'est dommage. À demain, c'est la méthode. It's called the football hose. Je tiens comme un football américain. Ça s'appelle, And they quiet down, always quiet. et ça marche toujours. J'ai commencé à être apprivoisé à l'idée de psychiatrie par Ajuria Guerra, que tu as bien connu, qui était vraiment un grand maître ici à Genève, et qui a présenté, je dis apprivoisé, parce qu'il a présenté un visage de la psychiatrie qui était très humain, qui était très humaniste aussi. C'est un homme de grande culture, donc il nous parlait de Sainte Thérèse d'Avila. Mais en même temps, il nous parlait beaucoup des petits-enfants, parce que lui, il croyait évidemment beaucoup à l'influence du développement précoce sur la destinée humaine. Et c'est un homme qui s'est beaucoup intéressé à la petite enfance, comme tu le sais très bien, et qui nous a ouvert les yeux, au fond, qui nous a fait découvrir ce monde de la petite enfance. Et c'est lui qui m'a fait décider d'entrer en psychiatrie. Et ensuite, la deuxième influence, ça a été Raymond de Saussure, qui revenait des États-Unis avec tout le bagage qu'il avait accumulé là-bas au niveau psychanalytique. J'avais été lui demander conseil. D'ailleurs, je t'avais demandé un conseil à toi aussi à l'époque. Et lui m'avait beaucoup conseillé d'aller aux États-Unis. J'ai été alors très influencé par certaines personnes bien connues qui font partie de nos ancêtres à tous au point de vue psychiatrique et psychanalytique, c'est-à-dire Spitz, René Spitz, qui pratiquait à l'époque à Denver au Colorado, et puis Hartman, Chris et Lowenstein, qui ont été les premiers aux États-Unis à offrir un corpus théorique au sujet de la psychanalyse du développement. Et donc, je suis entré à la fois en formation psychanalytique, avec Mahler, avec Marianne Chris et avec Bornstein, enfin tous des gens qui étaient prestigieux à l'époque dans le domaine de l'enfance et de la petite enfance. Et puis en même temps, j'ai commencé à faire des recherches là-bas avec Peter Neubauer, qui m'a beaucoup appris à observer les petits-enfants. Et donc ça a été le début de ma carrière dans la psychiatrie du premier âge, une psychiatrie psychodynamique, psychanalytique. Alors, dis-nous peut-être ce que tu penses de ton dernier livre, un peu sur ton livre qui est fort intéressant, fort important, je crois, Secret de femme, et de mère à fille, qui nous dirait un peu ce que tu as pensé réaliser ici. Alors, je me suis intéressé au problème des mères et des filles, au fond un petit peu par hasard. C'est-à-dire que
j'ai dans mes consultations beaucoup plus souvent des mères que des pères, donc ma source d'information était plus souvent la source maternelle que paternelle. Et je me suis rendu compte que dans un certain nombre de cas où la mère amenait une fille plutôt qu'un garçon, ce que l'on voyait d'une manière particulièrement rehaussée et pertinente, c'était qu'en même temps qu'elle pouvait contribuer à créer un symptôme chez sa fille, elle le faisait dans le sein d'une transmission beaucoup plus large, qui est celle, au fond, d'une culture de femme. Et je me suis intéressé plus précisément au problème suivant: comment les mères transforment leurs petites filles en femmes futures. Et je me suis rendu compte que dans tous les gestes les plus anodins de la vie de tous les jours, il n'y avait pas seulement des interactions matérielles, mais qu'il y avait des phénomènes de transmission d'une valence culturelle extrêmement importante. Juste un petit exemple, dans le fait de nourrir une fille d'une certaine façon, il y a la transmission de toute une organisation, de toute une structure, de la notion de pénétration, par exemple, de la notion de réceptivité, de la notion de générosité, d'acceptation, de la notion d'intimité corporelle ou de distance corporelle, et que dans le background, dans l'arrière-plan de ces messages-là, il y a aussi toute une série de messages au sujet de ce que c'est que d'être une femme, que d'être une fille, et puis, au-delà de ça, de ce que c'est d'être une femme par rapport à un homme. Et qu'il y a donc, dans tous les messages interactifs, il y a des notions extrêmement larges et imposantes concernant la relation entre les sexes, le devenir de cette petite fille lorsqu'elle aura affronté son désir sexuel et sa rencontre avec les hommes. Le développement de la génétique se poursuit actuellement et la révélation des handicaps est très importante. Est-ce que tu as des problèmes à ce sujet-là à traiter en tant que psychiatre? Alors la première chose que je voudrais dire, c'est vrai que c'est un domaine très nouveau. Toutes les procréations médicalement assistées, on n'en connaît pas vraiment encore très bien le devenir, parce que ce sont des affaires qui ne sont pas vieilles. Mais disons, j'ai vu aujourd'hui une patiente, une dame, qui venait me voir parce que elle a des problèmes avec son fils, qui a 5 ans et demi, et qui est le résultat d'une procréation médicalement assistée. C'est-à-dire que cette dame a pris a eu toutes sortes de traitements pour lui faciliter sa grossesse, et puis elle a eu finalement une grossesse multiple. On a découvert que c'était une grossesse à 5 fœtus. Et quand elle a découvert ça, le médecin, dans le même élan, lui a dit: mais écoutez, revenez bientôt parce qu'il va falloir qu'on fasse une réduction. Et quand la mère a demandé mais de quoi il s'agit, elle lui a expliqué, elle était horrifiée d'entendre ce terme, et il lui a dit: mais écoutez, c'est normal, vous n'êtes quand même pas une chatte. Et elle était évidemment effondrée de voir la froideur de ce collègue qui lui avait parlé comme ça. Et je pense qu'une des premières choses qui serait intéressant de faire avec nos collègues gynécologues, obstétriciens, puis avec les pédiatres, c'est de les sensibiliser au fond au poids des mots. Dans ces situations-là, quand même, il y a certaines choses qu'on peut dire, d'autres qu'on devrait dire autrement. Deuxièmement, il est évident que dans ce cas, la réduction qui a eu lieu et qui touchait 3 des embryons sur 5 a laissé des traces dans cette famille. Et cet enfant maintenant, donc, qui est un jumeau, qui est un garçon, a des problèmes d'angoisse catastrophique et de comportement pseudo-féminin très important. Et cette mère m'a dit spontanément: mais c'est tout à fait possible que cet enfant soit le seul qui soit capable d'exprimer les cataclysmes par lesquels nous avons passé. D'abord, toutes les difficultés que nous avons eues à concevoir des enfants, et puis ensuite, la difficulté que nous avons eue à vivre cette réduction embryonnaire. Je pense très souvent, me disait cette mère, à ces 3 enfants qui auraient pu être. Et donc, je pense que la dimension du temps, la dimension de la destinée, la dimension de l'investissement imaginaire sont des notions que nous devons absolument transmettre à nos collègues dans ce domaine-là. Maintenant, ce qui concerne
le problème de la génétique médicale, le problème auquel tu faisais allusion tout à l'heure. C'est évident que c'est un domaine qui va avoir un futur extraordinaire parce qu'on va faire de plus en plus de dépistage précoce. Il est évident aussi qu'on va pouvoir connaître de plus en plus d'affections médicales ou même psychiatriques qui sont co-déterminées de façon génétique. Et donc le counseling génétique, le conseil génétique va devenir quelque chose de plus en plus important. Et quand on sait que certains syndromes génétiques s'accompagnent nécessairement d'une pathologie psychiatrique souvent très lourde, on sait que nous autres, les psychiatres, on va nous demander de donner notre avis de plus en plus sur des domaines comme ça. Je pense que le travail transdisciplinaire est la seule formule. Et nous avons ici, par exemple, non seulement une association très forte avec les pédiatres, mais aussi avec les généticiens. Nous avons un généticien qui passe ici, avec qui on discute les cas où on a l'impression qu'il y a une composante génétique dans le développement de certains syndromes. Et je pense à la notion de comorbidité. Alors, la notion de comorbidité qui s'est développée, qui a eu un essor extraordinaire récemment, je crois est une notion extrêmement valable, surtout dans le domaine de la psychiatrie de l'enfant. Et d'ailleurs dans le domaine de la psychiatrie de l'adulte également. Mais j'entends par rapport à la médecine ou à la pédiatrie, la comorbidité, je pense, c'est une notion tout à fait fondamentale parce qu'on ne voit jamais, au fond, de symptômes uniques. Il y a toujours une série symptomatique avec des éléments dépressifs, des éléments touchant le comportement ou le développement des acquisitions. Et la comorbidité est à mon avis, toujours fondatrice de la pathologie psychiatrique. Oui. Dans les flux parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il respire et ce mouvement d'ampliation thoracique fait qu'il y a une irrégularité dans l'enregistrement, c'est pas une irrégularité réelle. Oui, et ça. Voilà. Elle fait les os à fémur et puis je fais un suivi. Et là, voilà. Voilà. Ce qui est très particulier dans cet examen qui pourrait être un examen de pratique courante quand on va se faire des examens de dépistage, puisqu'en fait il s'agit d'un dépistage, c'est que la grossesse, c'est une période très particulière pour les deux parents, singulièrement la future mère, mais pour les deux parents, et qu'il y a ce qu'on peut dire une crise où la femme est fragilisée et où réapparaissent tous les problèmes transgénérationnels que tout un chacun porte en soi et de façon inconsciente, et qui, d'une part, ils affleurent la conscience, ils sont extrêmement facilement verbalisables par les femmes, et d'autre part, à cet affleurement des conflits de la névrose infantile, de la névrose de l'adolescence et des transmissions intergénérationnelles, il y a une fragilité très particulière et une perméabilité aux commentaires de l'extérieur. Ils sont beaux. Oui, ils sont beaux. Enfin, ils sont pas obèses, hein. Vous n'allez pas faire 2-3 kg 6, mais ils sont intéressants. Le deuxième me paraît plus petit que le premier, ce qui est assez classique. Bien qu'il soit l'aîné, même s'il a raison, c'est moi le chef, donc. Merci. L'intérêt, c'est la possibilité de reprendre les problèmes névrotiques et de les restructurer si l'échographiste a du bon sens et une relative écoute. Et le danger, c'est que s'il ne l'a pas, ou s'il n'est pas soutenu par une possibilité de retour auprès d'un psychanalyste ou d'un psy quelconque,
ces silences et ces mots peuvent prendre une ampleur absolument insoupçonnée. Une grimace de l'échographiste réveille des angoisses considérables que l'échographiste ne s'imagine pas. Il montre la bouche, il reste un petit peu longtemps et la mère, moi j'ai interviewé des mères après, pour une raison dont l'échographiste ne peut absolument pas être conscient, imagine que son enfant a un bec de lièvre. Ouais, c'est parce que je vous le dis. Hein. Non, non, Vous en fichez. son côté rodin, ça. Voilà l'épaule, le coude, l'avant-bras, le petit poing. Là, donc ça c'est le deuxième. Ah, il est gentil, monsieur. Il fait celui qui s'intéresse, vu que madame, tout ce que je lui montre, elle fait oh. Vous faites genre. Vous prenez ça avec détachement. Le commentaire est tout à fait important et on peut dire que la réflexion sur l'attitude et les paroles de l'échographiste sont en quelque sorte une prévention des troubles ultérieurs de la parentalité. Donc voilà le bébé. Donc ça c'est un petit bébé à qui on ne fait pas l'échographie à la date classique. Parce qu'à la première écho, on lui a trouvé au tout début la nuque un petit peu épaisse. Et comme c'est un signe d'appel pour la trisomie 21, on a fait des contrôles. Et là, ce matin, elle a eu une prise de sang pour voir si elle était dans un groupe à risque. Et donc, on va corréler ça avec ça. Et on va essayer de savoir. L'expérience montre qu'en fait, les gens projettent des choses sur l'image qui ne correspondent strictement pas à la réalité scientifique de ce que peut voir l'échographiste. Mais ce qui les inquiète, c'est la perspective d'anomalie, puisque ces gens-là savent qu'on leur fait des échos très précoces et répétitives pour déceler une éventuelle anomalie. Et qu'il n'y a pas de réponse en général. Donc on leur redit, vous reviendrez dans un mois, et ils restent dans l'angoisse jusqu'à la fin de la grossesse, à quelque chose près. Voilà. Non, non, il n'y a aucun problème. Je ne crois pas. Enfin, pas sur ce plan-là, en tout cas. Oui. C'est quelque chose sur lequel il faut énormément insister. C'est à la fois une technique angoissante, mais c'est une technique qui amène une liberté individuelle considérable. Or, il n'y a pas de liberté individuelle sans l'angoisse du choix. Ici, on a l'abdomen, avec ici l'estomac. Combien vous m'avez dit qu'il pesait le premier? 3 kilos, Et c'était quoi? Ah, c'est pour ça que vous voulez une fille. C'est une découverte récente, l'importance de la périnatologie. Et que malheureusement, dans la plupart des cas, les parents sont laissés à eux-mêmes, même si, lorsqu'une interruption thérapeutique de grossesse est prévue, ils rencontrent des psys. Mais en majorité, ils sont quand même très seuls. Et on le voit quand on reçoit ensuite les enfants dont la grossesse s'est passée avec un diagnostic de malformation minime ou plus importante. Les parents se plaignent de leur solitude et de leur abandon. Il est gros, le bébé. Il est gros? Ouais. Là, la vessie. Et là, la foufounette. Qu'on voit là, entre les jambes. Grande lèvre, clitoris, grande lèvre. Donc, il n'y a aucun doute, hein. Vous pouvez annoncer ça. Il semblerait que la mère laisse se projeter sur l'image l'enfant imaginaire qu'elle a en elle et qu'elle ne lise pas l'image. La seule fin de l'enfant imaginaire, c'est le sexe, parce que ça, elle ne peut plus l'imaginer puisqu'on lui dit, elle le voit la plupart du temps, donc là c'est une fin de rêve. Une fin d'enfant quant au sexe de l'enfant imaginaire. Mais moi, il me semble, dans l'expérience que j'en ai, que elle continue d'avoir un enfant imaginaire parce que ce n'est pas du tout l'enfant qu'elle voit sur l'écran.
Oui, je sais ce que c'est qu'un sexe. Il n'y a pas de doute. Mais je veux dire, j'ai compris votre question. On va regarder si on peut voir, mais comme c'est pas le but... Voilà le cœur avec les 4 cavités. Que je vois le sexe, peut-être. Voilà, je l'ai vu. Le voilà. Il est là entre les jambes. Vous voyez? Qu'est-ce que c'est? Voilà, monsieur a gagné le cocotier en platine. Moi, je sais pas. Dites-moi, monsieur. Comment? C'est quoi alors vous avez gagné ça? La relation thérapeutique en psychanalyse est construite sous l'égide du transfert, c'est-à-dire du déplacement d'un patient de situation antérieure sur la personne du psychanalyste, du psychothérapeute. C'est ça qu'on appelle le transfert. Et par exemple, on dit que ce transfert est paternel parce qu'un psychanalyste représente pour un sujet les relations qu'il a avec son père et l'inhibition qu'il a eue devant son père. Il avait peur de son père, il a peur de l'analyste comme il avait peur de son père. Et ramener la peur de son analyste à la peur de son père est un élément important pour la compréhension de sa conduite au dehors. Mais l'analyste n'est pas un sujet, un miroir simple, il réagit aussi. Et c'est là ce qu'on appelle son contre-transfert. Il réagit au transfert de l'autre. Le transfert peut être gênant, par exemple, quand une patiente est amoureuse d'un analyste qui déploie tout le temps son érotisme, elle va être gênée, c'est pénible pour lui et il ne sait pas quoi faire. Certains sont amenés aussi à se laisser aller, d'autres à trop résister. Et la peur du contre-transfert est une chose inquiétante pour un analyste. Alors l'empathie, c'est précisément le maniement du transfert et du contre-transfert avec un sentiment qu'on est en accord avec. Je me disais quand même que depuis que vous êtes là avec oui, oui, gentiment. Depuis que là vous êtes avec nous là tous les deux, au fond, vous ne l'avez pris qu'en cas d'urgence, petit garçon. Et quand ça ne va pas avec papa, alors vous le prenez, mais sans ça vous voulez. Le mot empathie est un mot qui en principe n'est pas un mot français, comme vous le savez. Le mot sympathie est seul recensé dans le dictionnaire. Le mot empathie traduit l'allemand Einfühlung. C'est-à-dire un sentiment d'être quelque chose, de sentiment, de sentir à la place de l'autre. C'est une identification complète à l'autre, mais partielle. Et on oppose ça à Einsicht, c'est-à-dire insight en anglais, qui n'est pas traduit en français, qu'on regarde sous le mot insight, qui est la vue dans, traduit la voir dans, mais voir intellectuellement. Il y a donc le sentiment d'être à la place d'eux, et le voir dedans. Et l'Einfühlung, c'est donc l'empathie, c'est d'être dedans, s'identifier, mais garder en partie son identité. C'est une identification partielle. Et empathie est une identification très chargée d'affectivité. C'est un mot qui n'est pas très employé, mais qui est très à la mode en ce moment, comme vous le savez, et qui est très à la mode depuis qu'on s'occupe du bébé. L'observateur doit donc être empathique, admettons-le, c'est-à-dire qu'il doit ressentir avec. Il doit être avec, comme dit Daniel Stern. Les moments d'intimité qu'il décrit, qui sont des moments musicaux, des moments d'échange musical, comme vous le savez, où il y a comme ça un accordage affectif. Et l'accordage affectif, c'est un accordage empathique. Non, mais enfin, on pense que de toute façon, on l'a fait à deux. On l'élève à deux. Autant, ou c'est moi qui donne à manger, ou c'est elle, enfin, c'est à calculer. Quand vous développez cette empathie, vous êtes capable de faire des métaphores qui sont passes, je crois. Qui passent parce que vous avez un sentiment de pouvoir vous exprimer bien, de faire comprendre, effectivement. De vous accorder avec, d'avoir avec les gens cet échange musical. Quand on se sent comme ça empathique, on comprend des choses qu'on peut exprimer, non pas en mots directs, mais en mots crus, mais en mots chargés d'affect, de métaphores. Par exemple, il m'est arrivé très souvent de dire « Papa et maman, quand ta père est mort, je l'ai encore fait aujourd'hui. Hein » J'ai encore fait aujourd'hui pour une petite fille de 13 ans dont le père est mort. J'étais avec la mère et c'est très important pour elle, la mère, qu'elle soit seule. J'ai toujours dit, j'ai dit plusieurs fois à la fille, et invinciblement, je ne pouvais pas me l'empêcher, papa et maman sont là. Comme un papa et une maman. Alors je ne pouvais pas m'en empêcher. C'est cet empêchement de m'empêcher qui a constitué pour moi mon registre empathique. Et moi, je crois qu'on doit aller plus loin. Et je me sers maintenant du concept d'inaction. L'inaction, c'est une action maîtriser notre propre corps. On réagit avec notre corps, avec nos sentiments, nos affects, qui affectent notre corps, et on maîtrise tout cela, de façon à ne pas agir
au sens extérieur, mais on agit quand même avec son corps. On n'a pas une idée qu'on déploie, c'est une idée incorporée. Alors de ce point de vue-là, il faut dire que le mot inaction est aussi employé en France par les cognitivistes comme Varela, qui disent que l'inaction, c'est la possibilité d'agir à partir de modulations réunies. Les modulations étant les aptitudes cognitives qui sont complexes et qui permettent une action quand elle se concentre autour d'une action, autour d'un thème central. Donc l'inaction est à la fois une qualité possible pour un analyste et aussi pour la compréhension des relations humaines, comme les cognitivistes le font. Quand je suis avec un bébé, une mère et un pépère, je ressens des effets dans mon corps. Et en même temps, je décide quelque chose. C'est une décision, je prends. Ça, c'est le sens cognitiviste. Vous savez bien que Varela a proposé que l'action soit caractérisée par le fait que plusieurs modules s'unissent pour réaliser une action concrète. Il dit que le roi, la reine d'Angleterre énaxe, promulgue un document et énaxe une loi. C'est-à-dire que la loi est enactée à partir des modulations cognitives qui se réunissent pour concrétiser quelque chose. Et c'est cette concrétisation qui vous permet de vous allier à quelqu'un. Vous alliez à l'enfant, vous alliez à la mère, vous alliez au père. Et cette alliance, ça se fait dans votre corps et vous fait dire des choses qui restent limitées, mais qui ont une portée, il me semble, très considérable pour ces protagonistes de cette action, qui sont le thérapeute et les parents et le bébé. Alors je voudrais prendre l'exemple de Mahler, là, parce que je crois qu'il est important de rappeler ce que disait Mahler à propos de la deuxième symphonie. Mahler n'a pas pu écrire le chœur de la deuxième symphonie, qui s'appelle Résurrection, avant qu'il ait assisté à l'enterrement de son prédécesseur à l'Opéra de Cologne, qui se trouvait Hans von Bülow. Quand il a vu ce prédécesseur enterré et la messe de son enterrement, il a pu brusquement composer ce chœur de Résurrection. Il s'explique de la façon suivante. Il dit, quand j'ai des sentiments, pour les agir, il faut que ces sentiments soient maintenus par une situation qui les rend cohérents. De même, la situation cohérente, si elle n'est pas sous-tendue par des sentiments, ne permet pas d'être inspiré. Alors cette inspiration-là, à la fois par des sentiments et la cohérence de ces sentiments, c'est ce que j'appelle l'inaction. Le mot empreinte, qui a comme équivalent imprégnation, est un mot qui appartient au registre de l'éthologue. Il a été proposé par Lorenz et Tinbergen, surtout Lorenz, qui a montré qu'il n'y a aucun comportement programmé chez un animal qui puisse survenir en dehors d'un comportement programmé dans son extérieur. C'est une circonstance extérieure qui déclenche un programme qui ne se déclencherait pas autrement. Tous les paysans et tous les éleveurs l'ont connu, puisqu'ils ont tous eu l'occasion de constater que des poussins suivaient leur mère cane et faisaient une queue leu parfaite au centimètre près. Que tous les poulains collent au flanc de leur mère et la suivent au centimètre près. Donc c'est un phénomène tout à fait connu. Le problème, c'est d'en faire un objet scientifique. Et le premier, ça a été Lorenz qui, avant-guerre, dans les années 30, avait constaté que les canetons suivaient de préférence ces mollets plutôt que leur mère. Alors il s'est demandé pourquoi, et il s'est rendu compte qu'en fait, ayant assisté à la naissance des canetons juste au moment où ils sortaient de l'œuf, le premier objet que ces canetons avaient perçu dans leur monde, c'était les mollets de Lorenz, et que pour eux, les mollets de Lorenz étaient devenus une image de mère. Alors il s'est dit, on peut en faire une manipulation expérimentale, et c'est S, un de ses élèves, qui a précisé l'objet avec un dispositif d'observation. On constate que de 0 à 13 heures, les canetons suivent le leur de manière à peu près aléatoire. Mais que de la 13e à la 16e heure, 90% des canetons collent au leur. C'est-à-dire que quand le leur va vite, il court après. Quand le leur se ralentit ou s'arrête, le caneton s'arrête en sens inverse, le caneton part en sens inverse. Après la 17e heure, le comportement redevient aléatoire. Donc, les premiers éthologues se sont dit, il existe une période critique, une véritable crise de 3 heures entre la 13e et la 16e heure, pendant lesquelles les canetons peuvent apprendre
incorporer n'importe quel objet et lui donner la signification d'une fonction, d'une image de mère. La fonction de cette empreinte, c'est de sécuriser le petit, parce que si le petit est imprégné à sa mère, il la suit, et autour de sa mère, il peut apprendre tout ce qui est nécessaire à vivre dans un monde de canetons. Le deuxième bénéfice, c'est d'augmenter la survie du petit, c'est qu'un caneton ou un animal non imprégné a une forte probabilité d'accident, alors qu'un animal imprégné apprend ce qu'il faut faire, un code comportemental, et diminue fortement, énormément, sa probabilité d'accident. Et la surprise, ça a été de constater que l'effet retardé de cette empreinte, ça a été le choix d'objets sexuels. C'est-à-dire que le caneton ayant été imprégné à un objet, courtise après sa puberté un objet analogue, et non pas n'importe quel objet. C'est-à-dire que l'objet auquel il a été imprégné au cours des premières heures, plusieurs semaines ou plusieurs mois après, prend la fonction d'un stimulus sexuel, alors que si on n'avait pas fait une observation longitudinale, on n'aurait jamais pu s'en rendre compte. Alors voilà la définition de la période critique. Mais elle est critique, c'est une crise de 3 heures chez les oiseaux. Lorsqu'on monte, il y a un correctif évolutif très important, parce que lorsqu'on monte dans l'échelle du vivant, on se rend compte que plus un système nerveux est compliqué, plus son développement est lent. Et que lorsqu'on s'approche des mammifères supérieurs, comme les chiens et les chats, la période sensible n'est plus de 3 heures, elle est de plusieurs semaines, de la 5e à la 8e, 9e semaine. Et lorsqu'on arrive aux primates non humains, c'est-à-dire aux singes ou aux grands singes, on se rend compte là que la période sensible est de 6 mois. C'est la deuxième moitié de la première année où là, l'animal peut recevoir une empreinte. Et lorsqu'on arrive chez l'homme, au début, il y a probablement une période sensible d'odeur, de couleur, de son, d'information. Et il y a une deuxième naissance chez l'homme qui est la naissance au langage. Et à ce moment-là, les informations, les enfants ne sont plus sensibles au même monde dès l'instant où ils parlent. Mais dès l'instant où on parle, c'est les mots qui sont prononcés à un certain moment qui vont souligner ce qui doit faire émotion au fond de nous. Et c'est pour ça qu'on a une mémoire qui apparaît à partir du moment où on parle. Et ce qui sera mis en souvenir, c'est ce qui sera dit par la famille, les amis, les adultes, et ce qui va faire nos souvenirs. C'est-à-dire que la mémoire est différente des souvenirs. On a donc là un dispositif évolutif, phylogénétique, ontogénétique, c'est-à-dire le développement de l'individu, et on a un dispositif expérimental qui permet peut-être de rendre observable la partie inconsciente de la mémoire. Ce qui est tracé dans notre mémoire, il ne fera jamais souvenir, et au contraire, la partie consciente de notre mémoire, ce qui fera souvenir parce que le milieu parlant a mis l'emphase sur cet événement en le soulignant par ces mots. Donc l'homme est soumis à une double empreinte. L'éthologie, c'est donc l'étude scientifique des comportements, et spécialement chez l'animal. Et l'éthologie humaine existe aussi. Donc ça a été une étude objective des comportements. Et on sait combien longtemps admirer l'éthologie animale. Longtemps on s'est étonné, par exemple, dans la vie des termites, la vie des abeilles, des qualités de leur vie instinctuelle, la qualité de leur programmation. Ils se reconnaissent. Les abeilles s'appellent entre elles. Il y a un langage pour les abeilles pour appeler leurs congénères au niveau des plantes les plus odorantes, où il y a le plus de pollen, etc. Donc on peut dire qu'il y a une science du comportement animal très parfaite. On dit que c'est les instincts des animaux, un mot qui n'est plus employé maintenant beaucoup. On dit plutôt comportement programmé. Alors Freud, lui, a maintenu le mot d'instinct, et en France, le traducteur français pense qu'il faut opposer pulsion et instinct. Pulsion étant une notion plus psychologisée, et instinct qui est une notion éthologique. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait freudien, cette distinction, mais enfin, possible qu'il y ait quelque chose de vrai là-dessous. Donc, il faut dire aussi maintenant que l'éthologie animale n'est plus aussi intéressante au sens des étonnements qu'elle comportait. Ce qu'on dit maintenant, c'est qu'elle permet d'étudier des mécanismes précis et de chercher ce qu'il y a derrière sur le plan neurobiologique. Alors, l'éthologie humaine est intéressante sans aucun doute et constitue une base excellente pour comprendre le développement du bébé.
à condition qu'on fasse cette éthologie quelque chose qui montre que l'enfant assure son propre développement lui-même. Et que les soins font varier ce développement, bien entendu, la qualité des soins. Mais il y a quelque chose de programmé chez l'enfant. Longtemps, on a estimé que c'était le programme qui était essentiel de connaître. Actuellement, on pense que ce qui est génétique est aussi associé à ce qui est phénotypique, c'est-à-dire ce qui survient au dehors, modifie aussi ce programme éthologique. Mais je crois que l'éthologie est un élément important de la connaissance du développement des enfants. La personne qui se situe dans le cadre de l'éthologie clinique va donc utiliser sa démarche habituelle qui consiste à objectiver et à quantifier aussi précisément que possible les comportements et les interactions du bébé, les comportements et les interactions de la mère. Par exemple, la catégorie des orientations du regard. C'est-à-dire que j'ai une ligne qui est graduée au dixième de seconde près, et au moment où un bébé oriente son regard sur le regard maternel, pof, on note. Et puis, on note tout le temps que le regard de l'enfant reste accroché au regard maternel. Et quand il décroche, on a une autre indication. Et puis, à ce moment-là, le bébé, il va aller vers sa main ou bien vers l'environnement. Donc, c'est un autre item. Ce qui nous permet d'avoir la succession, enfin, l'étude séquentielle des regards du bébé. Donc il y a cette catégorie de comportement, mais il y a une catégorie de comportement sur les expressions faciales du bébé, le sourire, les mimiques, etc. Une autre catégorie est constituée par le geste, les différents types de gestes que le bébé destine à son partenaire ou à lui-même, puisqu'il y a des gestes autocentrés. Il y a les vocalisations, il y a les touchés, enfin, il y a différentes catégories comportementales. Bon, maintenant, il faut essayer de donner du sens. Il ne s'agit pas de faire un catalogue pour le plaisir de faire un catalogue. Encore faut-il savoir comment le bébé investit ou peut investir chacun de ses comportements dans ses interactions, dans la connaissance qu'il a des objets, dans l'exploration et la conquête de l'espace, etc. C'est la question de l'ajustement des comportements entre la mère et son bébé, entre le bébé et sa mère. Et l'un des aspects de la recherche maintenant consiste à savoir, comme Stern le propose, dans quelle mesure il y a non pas seulement ajustement des comportements, mais aussi ajustement des états émotionnels. Et c'est pourquoi il nous faut maintenant objectiver et quantifier aussi précisément que possible ce que l'on peut considérer comme un état émotionnel et une variation d'état émotionnel. Il peut être intéressant que le clinicien, qui est le pédopsychiatre ou le psychologue, dispose d'informations aussi précises et complètes que possible sur les véritables compétences et potentialités d'un bébé, notamment d'un bébé résilient, lorsque ce bébé est en interaction avec un autre enfant du même âge. Et je crois que c'est important que chaque bébé puisse se révéler à lui-même toute la gamme de ses capacités à travers les manifestations et le regard de l'autre. Marcel Ruffo et ses collègues de pédopsychiatrie filment en continu les consultations. Et ensuite, je travaille la cassette vidéo, c'est-à-dire que je consigne noir sur blanc les comportements, les interactions que j'ai vues se développer au plan qualitatif et au plan quantitatif. Et j'attire donc leur attention sur un certain nombre de points qui, en fonction de mon vécu, peuvent être préoccupants ou alarmants. Eux, parallèlement, notent noir sur blanc ce qu'ils ont perçu de la consultation au plan des conduites du moment, au plan du fonctionnement psychique de maman et de papa et de l'enfant quand c'est possible, et sur fond de leur histoire personnelle. Et puis ensuite, nous confrontons les deux corpus de données et nous voyons les congruences qui existent entre l'analyse du clinicien et l'analyse de l'éthologue clinicien. Peut-être que je me trompe, des préformes de l'instabilité psychomotrice chez l'enfant. On dirait qu'à force de courir derrière le regard de la mère et de courir après sa sœur, il ne peut devenir qu'instable. Alors que là, regardez, il est pas mal. Oui, oui. L'ethnopsychanalyse a été
inventé par Devreux au niveau des principes théoriques donc, qui utilisent la psychanalyse d'une part et l'anthropologie d'autre part, dans une optique, dans une manière de faire complémentariste, c'est-à-dire une utilisation obligatoire de ces deux disciplines, mais non simultanée. À partir de là, se sont développées des pratiques cliniques, parfois différentes, en France et puis en Afrique, avec toujours cette idée, donc d'abord de l'importance de la langue maternelle, de la fonction du groupe, et puis de l'utilisation, donc au niveau du dire et du faire, des logiques, des représentations culturelles et des techniques de soins traditionnels. Alors ce qui compte, c'est ces logiques-là, hein, c'est pas la transformation, on reste des psychanalystes, on reste des cliniciens, on reste essentiellement préoccupés par les aspects intrapsychiques et relationnels, mais on y intègre dans la construction du cadre les représentations culturelles des patients et on essaye de les co-construire avec eux plutôt que de les inférer. Hein. Donc les éléments du dispositif sont relativement simples, mais par contre je crois que la pratique, elle, est encore à approfondir. Hein. C'est quelque chose qui est en transformation et en construction. On ne peut pas dire que l'ethnopsychanalyse serait quelque chose d'arrêté ou de définitif. Est-ce que vous pensez qu'il y a un inconscient culturel? Vous parlez d'un inconscient culturel, vous? Non. Non, je crois que c'est un mauvais mot. Je pense que c'est un très mauvais mot, puis il est un peu stigmatisant. Non, je pense qu'il y a... disons que j'infère l'inconscient, donc l'inconscient, mais l'inconscient individuel, alors que cet inconscient individuel soit structuré par moments, par des représentations groupales, ça, je veux dire, Freud était le premier à le dire et à le construire comme tel. Non, je pense qu'il y a un inconscient, un point, c'est tout. Après, par contre, il y a un individu qui est intimement en relation intime avec son contexte et qui s'approprie des éléments de ce contexte et que donc soigner l'individu, ce n'est pas le rendre pareil à nous-mêmes, mais plutôt de construire avec lui un cadre où les choses ont un sens et pour nous et pour lui. Mais je ne crois pas à l'idée d'inconscient collectif. Non. Est-ce que vous pourriez dire un petit mot peut-être de pratique que vous avez quand même? Alors moi, j'ai une pratique à l'hôpital Avicenne de plusieurs types. J'ai une consultation de groupe, donc où là on fait des prises en charge en consultation thérapeutique essentiellement, parfois en thérapie au plus long cours, de familles migrantes qui viennent d'Afrique, du Maghreb, d'Asie du Sud-Est, enfin d'un peu partout. Et ces consultations de groupe donc servent à construire un cadre, à comprendre ce qui se passe, à définir une stratégie de consultation thérapeutique. Parfois le groupe donc peut continuer comme ça à travailler et suffit à lui-même. D'autres fois, ce groupe travaille en relation avec des thérapies individuelles, c'est-à-dire que les thérapies individuelles sont menées parallèlement au travail avec le groupe. Et puis, on a aussi mis au point ces derniers temps, en fait, des consultations beaucoup plus légères, si j'ose dire. Et donc, pour certaines origines culturelles, pour certaines demandes, pour certaines pathologies particulières, pour certaines familles acculturées, pour lesquelles le groupe n'a plus cette fonction protectrice, eh bien, on se retrouve à 2-3. Simplement, il faut que quelqu'un connaisse la langue, puisse la mener quand c'est nécessaire. Et puis, sinon, on constitue comme ça une consultation, ou alors on intègre des éléments, par contre, par exemple comme le psychodrame ou la relaxation psychanalytique. Il ne faut pas que le groupe d'ethnopsie devienne une nouvelle institution en dehors de laquelle il n'y aurait plus de salut, hein, mais plutôt c'est là une sorte d'endroit où on apprend des choses pour modifier les pratiques dans d'autres endroits. Alors, je voudrais vous poser une question un peu plus théorique maintenant. Vous dites une chose un peu théorique. Vous savez que moi, j'ai présenté ma relation sur la transmission intergénérationnelle de la façon suivante. C'est une filiation, un processus de filiation qui permet la filiation. Et est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe?
Alors je suis d'accord avec le fait qu'il y a deux processus, celui de filiation et celui d'affiliation. Et que la filiation entraîne des remaniements, des structurations au niveau des affiliations. En revanche, là où j'introduirais une différence, c'est que je ne crois pas que la filiation soit première par rapport à l'affiliation. Je pense que les deux, il n'y a pas de hiérarchie entre ces moments-là. Moi, je vois qu'il y a une hiérarchie chez les gens. Là, je pense qu'il y a une différence, oui. Les gens qui ne vont pas bien, ils ne peuvent pas s'affilier à une culture. S'ils sont coincés par leur conflit, ils ne peuvent pas s'affilier à une culture. Ils sont trop coincés dans leur conflit. Mais l'affiliation est antérieure. C'est-à-dire, j'avais envie de dire, pour reprendre votre formule, on est affilié avant que de percevoir ou avant que d'investir, enfin, comme on veut. C'est-à-dire, l'affiliation, elle est donnée. Alors, elle peut être conflictuelle, elle peut être ambivalente, mais c'est de même nature que la filiation. C'est pour ça que je ne crois pas qu'il y en ait une première. Oui, je crois que là, il y a une petite divergence. Je crois que les maîtres que nous voyons ne peuvent pas s'affilier bien à la culture, les patients. Ils ne peuvent pas s'affilier à la culture parce qu'ils ne sont pas bien. Ils sont coincés dans leur conflit, donc ils ne voient pas horizontalement ce qui se passe autour d'eux. Si vous avez quelqu'un qui veut s'intéresser, par exemple, à l'action politique, il ne peut pas s'y intéresser s'il est trop pris dans ses conflits. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, je crois que dans les familles monoparentales et bigénérationnelles, et très étroites comme nous avons, c'est vrai. Peut-être dans les familles plus larges, c'est moins vrai. L'affiliation est un phénomène plus important. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, par exemple, moi je vois ça dans mon expérience d'expertise judiciaire, c'est qu'on peut, parfois certains interviennent sur les processus de filiation, ça marche ou ça marche pas. On peut aussi choisir d'intervenir sur les processus d'affiliation, j'allais dire ça marche ou ça marche pas, mais dans certains cas c'est assez spectaculaire quand même, ça marche de manière spectaculaire. Et on n'a pas oublié, on a travaillé sur les processus d'affiliation, et pas directement sur les processus de filiation, mais en réalité c'est parce que ils sont intriqués intimement, mais en fonction de ce qu'on est capable de voir dans la situation de notre histoire, de tas de choses, de notre contre-transfert, on va choisir d'intervenir. Oui, ça, vous voyez, alors là, je trouve que vous avez évoqué un processus dangereux, le processus du nationalisme culturel. Moi, je suis contre. Je suis absolument contre toute cette idée. Mais travailler sur les processus d'affiliation, ce n'est pas un processus ni politique ni sociologique, c'est un processus individuel. C'est les modalités d'appropriation individuelle de ces adolescents, de leurs appartenances. Mais ça se fait dans une salle de consultation avec des parents, avec des amis, avec l'adolescent. Je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Parce que, vous comprenez, quand on attend, je l'attaque là parce que l'attaquer, c'est une décision théorique. Dire donnons-lui un bracelet, ça va guérir de sa psychose, ça va pas. Non, enfin, là, en plus, là, c'est un autre processus. Là, je parlais des aspects disons, de ghettoisation qu'on pourrait imaginer, c'est pas du tout ça. Alors là, ce que vous évoquez, c'est un autre aspect, c'est un aspect, disons, de réduire les choses, de réduire la complexité. Alors, ne la réduisons pas dans un sens ou dans l'autre. C'est pas parce qu'on donne un petit bracelet, effectivement, qu'on va guérir. Mais par contre, on va peut-être protéger et commencer une relation avec la famille. Parce que migrer, c'est courageux. Effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement fort. C'est un acte. Il suffit d'entendre les migrants raconter leurs histoires. Savoir ce que ça implique. Donc, faut pas... Tu resteras comme tu es. Non, il est en transformation. Et ces enfants, c'est des métis, ils vont rester ici. Hein, mais n'empêche qu'ils vont rester ici, mais ils n'oublieront jamais d'où ils viennent. Et pas la politique de l'excision. Non, en aucun cas. Je crois qu'on est dans des processus de transformation. Par contre, ne faisons pas des choses qui rigidifient les patients et qui font qu'ils n'aient d'autres issues que de maintenir des éléments de leur culture alors qu'ils sont dans un processus de transformation. Et en France, là-dessus, on n'est pas très logique. Par exemple, on ne soutient pas du tout les associations des femmes africaines qui se battent contre l'excision. Par contre, on pénalise énormément. Et si on compare aux pays anglo-saxons, mais on ne soutient pas toutes les associations de prévention, de dialogue, de rencontres. Alors là, il y a des choses qui sont contradictoires et que moi aussi je dénonce. Mais par contre, bien évidemment,
Il ne s'agit pas, au nom de je ne sais quel relativisme culturel, de dire que telle pratique, excision ou d'autres, serait tolérable. Et puis en plus, il y a l'identité de la France qui fait qu'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Mais ce que je dénonce avec autant de vigueur, c'est ce qui est actuellement notre manque de tolérance par rapport à la différence et à l'altérité qui fait que l'on rigidifie ce type de pratique. Mais ça dépasse le cadre clinique quand même. Anna Freud était la 6e enfant de Freud, sa dernière enfant. Elle est devenue son disciple essentiel, vous le savez. Alors, pourquoi est-elle devenue son disciple essentiel? Beaucoup de gens disent que c'est le phénomène de transmission intergénérationnelle qui a joué un rôle. Comme si Freud s'était servi d'elle pour justifier sa proposition qu'il n'aurait plus de vie sexuelle. Toujours est-il qu'au début de sa vie, Anna Freud a d'abord été institutrice dans une école moderne, dite école socialiste de Vienne. Et puis, elle ne pouvait pas être analyste d'adulte parce qu'elle n'était pas médecin. Alors, elle a fait de l'analyse d'enfants sous le conseil de Freud, qui était très réticent vis-à-vis de l'analyse d'enfants, d'ailleurs, pour des raisons multiples. Et puis, elle s'est développée dans ce sens-là. Elle a étudié à partir de ce moment-là des textes, à partir de l'analyse d'enfants, en particulier tout ce qui concernait le développement de l'enfant, et en particulier les mécanismes de défense. C'est-à-dire qu'elle est passée de l'étude des mécanismes inconscients à l'étude des facteurs de lutte inconscients contre ces mécanismes conflictuels. Et ces mécanismes, comme la négation, par exemple, sont essentiels pour comprendre ce qu'il y a derrière la négation. Mais il faut d'abord décrire les relations entre la cause, le conflit sexuel, par exemple, la sexualité et la négation de cette sexualité. Alors, par exemple, lorsque l'enfant veut devenir propre, lorsque l'enfant accepte de devenir propre, c'est pour faire plaisir à sa mère, c'est qu'elle renonce à posséder sa mère pour obtenir l'amour de sa mère. Elle a un facteur de sublimation, mais aussi de négation des conflits. Et c'est ça l'œuvre d'Anna Freud essentielle, d'avoir étudié les mécanismes de défense. Lorsqu'elle est arrivée à Londres avec son père malade, et après sa mort au début de la guerre, elle a contribué à l'aide apportée aux enfants évacués de Londres. Et elle a travaillé avec Dorothy Burlingame dans les jardins d'enfants. C'est là où elle a fourni une œuvre importante, une contribution importante à l'étude des séparations, des conséquences de la séparation, sur laquelle Bowlby et Spitz se sont beaucoup intéressés au début. Mais il me semble essentiel de rappeler cette expérience pour comprendre comment est né le centre, qui est devenu après ça le centre Anna Freud, le centre d'Amstead, qui était né d'une idée de jardins d'enfants qui ont persisté d'ailleurs après la guerre. Il y avait un jardin d'enfants encore au centre Amstead Clinique, puis il y avait aussi un centre pour enfants aveugles, c'est-à-dire qu'Anna Freud s'est intéressée aux choses, aux notions de développement et de développement difficiles de certains enfants. Et puis elle a créé cette clinique qui est devenue peu à peu clinique importante sur le plan théorique et mondialement connue, soutenue beaucoup par les efforts financiers des Américains. Après sa mort, cette clinique est devenue le centre Anna Freud et continue maintenant sous l'inspiration de Joseph et de Anne-Marie Sandler. Anna Freud was not an easy person to get to know. She was very shy, and she was a very private kind of a person, and she therefore did not open so very easily. Now, the other thing which was quite outstanding is her power of listening and conceptualizing and making a resume of what had happened. She never wrote a paper
that she was going to give to an audience down on paper. She would think about it, she would read, prepare herself very thoroughly, but she never would write a whole paper. So she made usually a number of points that she wanted to see mentioned in the course of her lecture, and then she would go and give her lectures quite freely. With sometimes this was another area where she tended to be misunderstood because it seemed so incredibly simple what she was saying. It seemed so obvious. And it's only when you came home that you realize the complexity of what she had actually said. She was not at all of the type of people who thought that you have to make it very obscure to make it learned. She was just the opposite. So, but it was electrifying to see her talk. She would talk very freely about sex, but at the same time was, in a way, very Puritan. We had one candidate who was in analysis with me who wore short skirts in the 60s. And she didn't like this at all. So she said to me, you must tell your candidate not to wear such short skirts. So I told my candidate, but I told her that I was amused by it. You know, it was not an instruction. It was quite appropriate at the time in the material. And what she did then was to do exactly what Anna Freud did. From then on, she wore skirts down to the ankle as a gesture of defiance. We have actually here at the center something which I find very, very interesting, and that is a number of families. And when I say a number, I would say at least a good dozen, who are families who have made contact with Anna Freud during the war nurseries. So they were babies when they were during the war. And they are now grandmothers, but they have kept a link with us, and they make transfers to the institution. And they will only come to us if there is any problem with their children, their nieces, their brothers, and we are the only ones they will see. And often some of these families are quite disturbed in a social way, psychosocial way, but they have a faith in us which is unshakable. And it's very interesting for us to see how we have been able to help over the years, and on the whole, to help contain the pathology, not to cure, but to help the children to make something of their life, even if it's somewhat limited. Il y avait beaucoup de contrastes dans Anna Freud et Melanie Klein parce qu'on a l'image, je crois qu'Anna Freud avait beaucoup de sens d'humour et qu'elle est une femme très agréable. On a quand même l'impression de quelqu'un très vieille fille. Oui, comme ça l'impression. Je ne suis pas sûr que c'était vrai, mais enfin, Oui, l'impression. je suis sûr que c'est vrai, mais qui sait. Tandis que Melanie Klein était une femme. Elle était connue quand elle était, je crois, à Berlin. On l'appelait The Black Beauty. Elle était belle quand elle était jeune, elle était pleine de sexualité. Je crois que dans sa jeunesse, elle a dû être sorte of un peu hystérique, déprimée.
de ce qu'on voit. Mais quand je l'ai connue, elle n'était pas comme ça. Elle était ce que les Anglais appellent good fun. Elle aimait le théâtre, le cinéma, le concert, sortir, avoir des amis. Je l'aimais bien comme personne socialement. Elle aimait bien. Tu sais qu'elle a gagné un concours pour reconnaître le vin. Je crois que c'était au Bordeaux ou à Bordeaux. À Bordeaux, c'était très rare pour une femme de gagner une concurrence pour dégustation. Oui, Anna Segal, nous sommes très heureux d'être avec toi aujourd'hui, parce que je voudrais beaucoup que tu puisses t'exprimer pour les gens qui ne te connaissent pas bien, à titre personnel. Et je voudrais que tu parles de tes relations avec Mélanie Klein et puis de toi aussi. J'avais, comme beaucoup de gens, beaucoup de difficultés à trouver comment on devient un analyste. Enfin, j'ai rencontré Dr. Fairbairn à Edinburgh, qui m'a expliqué qu'il y a un institut et une éducation formelle. Donc avant la guerre. Pendant la guerre en 1942-43, il m'a expliqué qu'il y avait des différences théoriques entre une personne qui s'appelait Mélanie Klein et une personne qui s'appelait Anna Freud. Et il m'a donné 2 livres à lire. L'analyse la psychanalyse des enfants de Mélanie Klein. Je crois que le livre d'Anna Freud was Ego and its Mechanisms of Defense. Alors, j'ai fait mon choix assez facilement parce que je suis venue, on pourrait dire, amoureuse de livres de la psychanalyse d'enfants. Quand je suis venue ici, je suis entrée en analyse avec Mélanie Klein. Et ce qui m'a frappé toujours dans mon analyse, c'est un sentiment qu'elle était très balancée. Je n'avais jamais l'impression qu'elle interprétait trop l'agressivité, ce qui était la sorte of la vue courante, que les choses semblaient très, très balancées toujours. On parle beaucoup de controverses entre les anna-freudiens, qui s'appellent maintenant contemporary Freudians, et les kleiniens. En fait, Klein n'a jamais abandonné la théorie freudienne de pulsion, seulement elle les a liés avec le fantasme que les pulsions donnent lieu toujours à un fantasme de sa réalisation, et que la vie mentale résolve sur ça, et que tous les événements extérieurs, qu'il y a toujours une interaction entre le fantasme primitif qui est la réalisation omnipotente des pulsions et l'impaction de la réalité, que d'une part le fantasme nous donne des misperceptions de la réalité, influence notre perception, d'autre part la réalité entre toujours dans le fantasme. Comme il n'y a pas de réalité, pour moi, pas accompagnée d'un fantasme, il n'y a pas de fantasme sans réalité. Le fantasme est aussi une réaction à ce qui se passe. Il faut que tu le dises bien, parce que les gens disent toujours que Mélanie Klein et la réalité n'ont aucun rapport. Elle ne s'occupe pas du tout de la réalité. Non, mais ceci... Et même si on regarde sa psychanalyse d'un enfant de 9 ans, les événements de la guerre, les nouvelles, les allées et venues de son père sont toujours pris en considération. Sa seconde grande contribution, c'était de marquer le développement du bébé comme elle le comprenait, de la position paranoïde, schizoïde à la position dépressive. D'établir ce concept de position, que ce n'est pas simplement quelque chose de phase qu'on passe, mais que c'était une structure interne où il y a des changements énormes dans cette première année ou 2 années de la vie d'enfant,
du point de vue de la relation à la réalité, tolérance de l'ambivalence, possibilité de symboliser, ça a ouvert comme un tout à fait nouveau territoire. Et ceci qui a permis à ceux de nous qui ont commencé ça, par exemple l'analyse des psychotiques de borderline, d'une façon beaucoup plus dynamique que ça n'a été fait avant. Une grande, évidemment, différence entre Freud et Klein, c'est que pour Klein, elle a vu ça dans l'analyse des enfants, l'Oedipe commence beaucoup plus tôt que Freud ne pensait, parce que dans les enfants d'âge de 2-3 ans, on voyait déjà un Oedipe très clair, avec beaucoup d'éléments prégénitaux, pas seulement génitaux. Mais maintenant, il y a beaucoup de... Mélanie Klein pensait que l'Oedipe commence dans la position dépressive, parce que c'est dans la position dépressive que l'enfant prend connaissance qu'il n'est pas seul avec la mère, mais qu'il y a aussi un père, comme un troisième qui n'est peut-être pas déjà vécu d'une façon très génitale, mais qui est vécu comme une troisième personne qui suscite la jalousie, qui a des relations dans le fantasme de l'enfant qui correspondent à ce que l'enfant voudrait lui-même, mais aussi des relations que l'enfant ne peut pas avoir, que ceci commence dans la position dépressive. Or, maintenant, il y a beaucoup de travail qui le rend, on pourrait dire, même plus précoce, que c'est déjà dans la position de contenant un contenu paranoïde, schizoïde, il y a l'importance du tiers. Mais ce qui sépare peut-être beaucoup de gens de toi, c'est le fait que pour Mélanie Klein, le père c'est un pénis. Oui. Pour nous, le père c'est un personnage plus complexe. C'est plus complexe, oui. Oui, je crois que aussi, elle parlait aussi, parce que Klein n'avait pas une idée claire que nous avions plus tard, de sorte de concrétisation. Elle pensait que... mais quand elle dit que la relation est seulement au sein de la mère, l'objet partiel, elle dit que quand même, in the background, il y a toujours une idée de la personne. Elle en parle plusieurs fois. Mais maintenant, il y a beaucoup de travail qui est sur le complexe d'Oedipe très, très précoce du point de vue de l'interférence avec le développement de la pensée et du symbolisme qu'un tiers... La théorie de l'esprit anglaise, la théorie oui. Stout. Oui. Et l'intersubjectivité, moi je suis d'accord là-dessus. Oui. Oui. René Spitz est mort en 1961. C'est une photographie de l'année de sa mort que l'on voit ici. Ce psychanalyste né en Hongrie est exercé à Berlin, puis au moment de l'arrivée d'Hitler en France, passé quelques moments en France, parti aux États-Unis. Après la guerre, il est devenu professeur à Genève et mort à Denver. De nouveau, il était retourné. C'est donc un psychanalyste important dans l'histoire de la psychopathologie du bébé. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a premier montré les effets gravissimes de la séparation de l'enfant et de sa mère. Il l'a montré d'abord au cours d'une recherche clinique, en comparant les enfants nés de mère qui séjournait en prison et qui restait avec elle, et les enfants élevés dans une crèche bien tenue, selon les règles d'hygiène modernes. Il a montré que c'est les enfants qui restaient avec leur mère qui se développaient mieux que les enfants d'une crèche moderne et parfaite. Par conséquent, il avait montré l'importance du contact avec la mère, il avait montré aussi l'importance de la séparation avec la mère. C'est à 8 mois que ces éléments, cette séparation semble le plus grave, parce que l'enfant sait ce qu'est sa mère à ce moment-là. Et l'hospitalisme décrit par Spitz, c'est-à-dire le séjour, les conséquences d'un séjour de l'enfant à l'hôpital, sont remarquablement généralisables. On les a vus se reproduire en Roumanie et dans différents pays, comme on les avait vus se survenir enfants. On avait compris en France pourquoi ces enfants qui vivaient dans les hôpitaux psychiatriques vivaient dans des conditions épouvantables, impressionnantes pour ceux qui les visitaient. Et tout cela est réparable, Spitz l'a montré, à condition qu'on introduise soit la mère de nouveau, soit un substitut maternel déterminé, efficient. Alors, ce n'est pas une critique de la séparation de la mère avec les enfants que Spitz a fait. Au
contrairement à ce qu'on lui a reproché. C'est une conséquence de l'absence d'étayage de la mère, de l'enfant par la mère. Ainsi que la phobie du visage de l'étranger traduit l'angoisse du 8e mois. Quand l'enfant est dans les bras de son père à cette époque, c'est comme s'il avait détruit sa mère. C'est-à-dire qu'il y a une phobie du visage étranger. Pour la première fois, le danger de la séparation est localisé à l'extérieur, sur le père par exemple. C'est le père, c'est là le début du complexe d'Édipe, puisque le père sépare l'enfant de sa mère. Le premier socle est celui du sourire social de l'enfant. Spitz a montré que l'extinction du réflexe bucco-lingual d'orientation qui survient lorsqu'on chatouille les lèvres, par exemple, d'un bébé de quelques jours, ce réflexe tend à disparaître comme tous les réflexes archaïques. Il est remplacé par une influence extérieure qui reproduit ce réflexe. C'est l'arrivée du visage de la mère vue de face, prononçant des mots intonnés comme ceux qu'elle prononce habituellement. Si bien que cette expérience a pu être remplacée par celle d'un masque, accompagné de la lecture d'un texte. Bien, on provoque le sourire social. C'est la réapparition de ce réflexe d'orientation. C'est le premier socle qui montre que l'enfant est sensible à l'extérieur, à ce qui se passe dehors de lui. Le deuxième socle survient au moment où l'enfant est capable de reconnaître, s'organise. Le deuxième socle s'organise au moment où l'enfant est capable de reconnaître que sa mère existe pour telle, c'est un personnage différent des autres. Les soins maternels sont représentés alors par la mère. À ce moment-là, l'enfant est sensible à la présence ou à la disparition de la mère. Comme je l'ai dit tout à l'heure, son angoisse est maximum quand il se sépare d'elle. Il la projette sur un objet extérieur, le père par exemple. C'est l'origine du complexe d'Édipe, je crois. Cela a été reproduit, ça a été dit par Tiedtkin-Limor en 1953, et cela a été redit par Le Guen dans son ouvrage sur la naissance de l'Édipe. Le dernier socle, qui est plus discutable mais intéressant, est celui du non. Spitz a en effet remarqué que vers 15 mois, lorsque la mère interdit quelque chose à l'enfant, on se dit non, non, tu ne feras pas ça, c'est sale, non, non. En tournant la tête, l'enfant reproduit ce geste. Alors, est-ce que c'est une seule identification à la mère? Il imite la mère, il l'identifie à elle en disant elle m'interdit, je montre comment elle le fait. Non, c'est plus que ça pour Spitz. Pour Spitz, c'est une reprise, là, à la suite de la frustration, du réflexe du sourire social et les conséquences du réflexe bucco-lingual d'orientation. C'est comme l'enfant, si l'enfant cherchait de nouveau le sein réparateur. Lorsqu'il reçoit la frustration du non, il s'agite comme ça pour chercher le sein réparateur, comme il le faisait lorsqu'il était dans l'état d'hospitalisme et il se soumettait à sa propre autosensorialité. Est-ce que ça existe vraiment? L'expérience montre que non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a des pays où le non ne se dit pas non. Puis aussi parce que Spitz prétendait que les enfants qui avaient été privés de la nourriture par la bouche ne réactivaient pas donc ce réflexe d'orientation initiale. Et c'est pas vrai parce que les enfants peuvent faire ce même geste. Je pense donc à une méthode d'identification à la frustration qui annonce tout ce que Anna Freud va dire sur l'identification à l'agresseur. Je crois qu'il y a quand même un socle important là qui doit être gardé par conséquent comme origine de l'acceptation de frustration. Identification aux frustrations, identification à l'agresseur. Mécanisme de défense essentiel pour la construction de la vie psychique de l'enfant. Jeffrey Cohn et Édouard Tronick, en 1987, ont mis au point une situation expérimentale qu'ils ont dénommée le paradigme du still face, en français donc la réaction du bébé au visage devenu soudainement impassible de sa mère. Il s'agit donc d'une situation en 3 épisodes, chacun 2 minutes environ. Le premier épisode, donc, il s'agit d'une situation habituelle d'interaction face à face où la mère interagit avec son bébé. Puis, subitement, à un signal donné, la mère, à ce moment-là, prend un visage impassible. À ce moment-là, le bébé
va tenter de ressolliciter sa mère en vain. Il va s'agiter, puis va petit à petit diminuer son activité psychomotrice jusqu'à arriver à un affaissement de sa posture, voire à des réactions affectives négatives telles que le malaise ou la crispation, et toute son expressivité émotionnelle va tendre à disparaître, telles que le sourire, le regard dirigé ou les vocalises. Puis le troisième épisode, également à signal donné, la mère reprend un engagement affectif avec son enfant et les deux partenaires, à ce moment-là, reprennent une attitude qu'ils avaient au premier épisode. Voilà très succinctement donc les trois épisodes décrits. Donc l'intérêt de cette situation paradoxale, c'est qu'elle peut nous apporter donc une approche clinique intéressante au niveau du style interactif mis en place entre la mère et son bébé, en particulier dans le cadre des dépressions maternelles, où de nombreux auteurs ont constaté que, soumis à cette situation de Stillface, un bébé vis-à-vis de sa mère déprimée avait tendance à ne pas se désorganiser et au contraire, il reprenait finalement des patterns qu'il avait l'habitude de développer avec sa mère déprimée. Alors qu'au contraire, vis-à-vis d'une mère habituelle et tout à fait sollicitante, un bébé vis-à-vis de cette situation expérimentale aurait tendance à se désorganiser et à montrer des signes de souffrance. Donc, en conclusion, on peut penser que cette expérience et ce paradigme peut nous aider à repérer des patterns interactifs pathologiques qui pourraient nous aider donc à ce moment-là, prendre en charge ces mères. Pour nous, ethnologues, ce terme transgénérationnel n'a pas, semble-t-il, la même signification que pour les sciences psychologiques. Pour des ethnologues, je dirais que ce n'est qu'un tout petit aspect du transgénérationnel, l'aspect pathologique, mais qu'il y a, à côté de ça, 90% de culturel et de transgénérationnel dans les comportements, les attitudes, l'identité que les individus se donnent ou reçoivent. Et si je prends l'exemple des Inuits ou Esquimaux, que j'étudie depuis longtemps, toute leur identité est fabriquée en fonction des générations antérieures, et même le nom que l'on reçoit vous donne le statut généalogique qu'avait l'éponyme, qu'avait la personne qui portait le nom avant vous. Alors si par exemple je suis une fillette qui vient de naître, je reçois le nom du grand-père, de mon grand-père maternel qui est mort quelques mois auparavant, je deviens le grand-père maternel. Ma mère va m'appeler papa, même si je suis une fille. Je vais être travesti, au moins jusqu'à la puberté, et tout le cercle de la parenté va s'adresser à moi comme il s'adressait au père de ma mère. Alors, quand on sait qu'un individu peut avoir plusieurs prénoms, plusieurs noms, puisqu'il n'y a même pas de prénom, tous les noms sont des noms personnels, que chaque nom donne une identité. Alors, il y a des noms qui seront choisis dans la lignée paternelle, d'autres dans la lignée maternelle, toujours en fonction de parents décédés, de générations précédentes, ou éventuellement, ça c'est un concept donc connu par les psychologues, l'enfant de remplacement, ça peut être un enfant mort
auparavant, dont on va redonner une fois le nom. Et si le deuxième enfant meurt à nouveau, on ne redonnera pas le même nom, on redonnera un nom secondaire du deuxième enfant en essayant de faire en sorte que cette fois-ci, le nouveau-né reste en vie. Et donc on arrive à des situations qui nous paraîtraient sans doute extrêmement complexes et compliquées, et qui paraîtraient, d'un point de vue occidental, un peu banal, source de problèmes, alors que ces sociétés, sans écriture, vivent de cette façon-là depuis des centaines et des milliers d'années, sans qu'on ait jamais pu établir en quoi que ce soit que ces coutumes aient pu aient pu provoquer des problèmes majeurs dans le développement de l'individu. Et je dirais peut-être d'abord parce que les individus sont conçus en termes sociaux, avant tout. Et la dimension personnelle n'est qu'une dimension et beaucoup plus réduite, restreinte que ce n'est le cas dans nos sociétés où l'on encourage au contraire l'individualité, on encourage les jeunes à s'affirmer, à démontrer leurs capacités, alors que ceci se fait chez les Inuits et chez la plupart des autres peuples, mais très souvent d'une toute autre façon. En particulier, la célébration des performances. On va d'abord s'attacher à reconnaître en l'enfant qui il réincarne, à travers ses goûts, à travers ses orientations. On dira, tiens, le grand-père faisait comme ça, ou la grand-mère aimait telle chose. Effectivement, c'est bien le nom qu'on lui a donné, c'est bien elle qui se manifeste à travers l'enfant. Autrement, c'est principalement par les rêves des parents, les rêves de l'entourage proche du bébé, que l'on décèlera le choix des parents décédés de revivre dans l'enfant. Et alors il y a toute une symbolique du rêve. Quand on voit en rêve un grand-père ou une grand-mère ou une grande-tante ou un grand-oncle qui vient en voyage, qui vient vous rendre visite et qui vous demande à boire ou à manger, c'est le signe que que l'âme de ce défunt veut se réincarner dans un enfant chez vous, veut revivre chez vous. Et il vous demande l'hospitalité. C'est la traduction symbolique de ce désir de se réincarner dans un enfant, soit qui vient de naître ou à naître. On peut dire que les Inuits, jusqu'à il y a une cinquantaine d'années, vivaient complètement dans la virtualité. La parenté, telle que conçue par eux, était presque à 100% virtuelle. Et à une époque où, dans nos sociétés, le biologique est en train de prendre une importance qu'il n'a jamais eue auparavant, il est bon de rappeler ces faits qui vraisemblablement opéraient aussi de cette façon-là dans nos sociétés. Toute la symbolique des prénoms, le parrainage, etc., laissent à penser que dans le passé, un passé pas tellement ancien encore en Occident, la parenté était également quelque chose de virtuel et que le nom était une chose très importante et qu'à travers le nom, on réincarnait en quelque sorte les gens qui l'avaient porté. Chez les Inuits, c'était donc très fort et les usages des termes de parenté n'étaient utilisés pratiquement que dans ce contexte virtuel. Jamais pratiquement on entendait un enfant dire à sa mère « maman » ou à son père « papa ». C'était toujours l'utilisation de la relation que la personne décédée qui portait le nom de l'enfant auparavant entretenait avec le père ou la mère en raison de relations homonymiques préalables. Tout est déterminé. La conception d'abord du réel est très différente. Ce que nous appelons, nous, le réel, je pense donc je suis, je touche donc cette table est réelle, n'est pas du tout perçu de cette façon-là par un peuple comme les Inuits. Pour les Inuits, tout ce que nous appelons réel est virtuel, est une apparence. Le réel pour eux, c'est ce monde de l'imaginaire
que nous appellerions d'imaginaire, ce monde des mythes, ce monde des rêves, ce monde des âmes, qui détermine notre réalité humaine, ce que nous appelons, nous, la réalité humaine, qui n'est que passagère pour eux, qui n'est qu'apparence. Et ils disent, une personne n'est qu'une apparence. La preuve, c'est qu'elle est née à un moment donné, elle va mourir à un moment donné, le corps va se décomposer. Ce qui est important, c'est l'âme. Car c'est par l'âme que cette personne se rattache à une lignée qui remonte jusqu'à l'origine des temps, jusqu'au mythe, jusqu'au temps mythique. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a cette sorte de relativité de la réalité. Tout est relatif, tout est surdéterminé par les esprits, par les morts, par les grands esprits maîtres de la nature. Et donc, tout peut effectivement être négocié avec ces grands esprits, tout peut changer éventuellement, mais alors par l'intermédiaire de médiateurs qui ne seront pas les psychologues dans le cas des Inuits, mais les chamans. Et les chamans sont les grands intermédiaires entre cette réalité virtuelle qu'est le monde des morts, le monde des esprits, le monde des ancêtres, et le monde vivant, et le monde des humains. Winnicott est un disciple important de Freud, dont le travail se situe surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Il considérait que la psychanalyse lui permettait de juger de la reconstruction de l'objet, mais aussi de l'objet et des conséquences de la relation avec l'objet réel. Il dit que le sein est un fantasme, mais aussi une réalité pour le bébé, par exemple. Alors, c'est un auteur très très riche, bien entendu, qui avait une spontanéité considérable, et qui a apporté des notions qui sont un peu souvent dites trop souvent facilement. On peut dire qu'il en est ainsi d'objet transitionnel. Winnicott caractérise le moment où l'enfant a trouvé une certaine indépendance avec la mère, comme une capacité de se sentir exister soi-même. Se sentir exister soi-même, c'est avoir un soi, c'est-à-dire avoir un narcissisme qui fonctionne bien. Pour cela, il faut accepter d'être séparé de la mère, mais avoir des relations avec elle, dans un terrain qui n'est pas celui de la mère ni celui du bébé. Ce terrain du non-soi, non-moi, est celui de l'objet transitionnel. Dans nos civilisations, c'est l'objet en peluche qui permet à l'enfant de reconstituer quelque chose, sa relation avec la mère, par l'odeur, par le toucher, et aussi le suçage du pouce, le suçage de la tétine, les draps qu'on porte, les bouts de draps qu'on porte dans sa bouche et qu'on transporte avec soi. Tout ça constitue une odeur de la mère, un substitut de la mère. C'est pas la mère, mais c'est quelque chose de la mère, quelque chose qui n'est pas à soi. Ça constitue les premiers éléments de la relation entre la mère et le bébé. Alors cette zone transitionnelle est la zone culturelle qui va créer la culture pour Winnicott. Tout ça est très juste, très important, mais il faut le traiter avec mesure. Je crois que c'est Winnicott qui a donné le sens du soi le plus précieux. Quand il a montré que le soi, c'est l'expansion du narcissisme d'un enfant dont les besoins ont été satisfaits et qui, lorsqu'il se sépare de sa mère, lorsque sa mère se sépare modérément de lui, donne une certaine expansion en son soi. Alors il existe à ce moment-là, et si tout se passe bien, il pourra dire plus tard « moi, je ». Moi, je, ça veut dire j'existe, moi, je fonctionne comme un être humain, et j'existe. Alors je crois que c'est très important de comprendre que le processus de subjectivation est lié à l'expansion du soi. Winnicott parle beaucoup par métaphore. Tous ses textes sont très métaphoriques. Il a écrit un article qui s'appelle « Le rôle du miroir de la mère et de la famille dans le développement du bébé ». Un article très important qui a repris les thèses de Lacan, apparemment en tout cas, sur le miroir, qui fonde le jeu. Parce que pour Lacan, c'est le jeu se fonde à travers le miroir. Bon, le miroir de quoi, on ne sait pas très bien. Chez Winnicott, c'est le miroir de la mère. Et Winnicott emploie la métaphore suivante. Il dit quand un bébé regarde sa mère, il voit deux choses. Il voit les yeux de sa mère et il voit sa mère le regarde. Et quand la mère voit qu'elle est regardée par un bébé la regardant, elle se sent mère. C'est-à-dire que le bébé fait à ce moment-là sa mère une mère. Et Winnicott ajoute d'ailleurs une chose intéressante. Il dit qu'il peut voir sa mère comme un portrait de Francis Bacon. C'est une femme laide, autrement dit. Mais parce qu'elle est laide ou parce qu'il la voit laide, mais c'est quand même une femme qu'il voit. Et le rôle du miroir est très important, donc, parce que l'enfant se reconnaît dans le miroir comme existant, et il reconnaît sa mère. Il la parentalise, il la maternalise, c'est important, je crois. Et ça a des applications multiples. D'abord, on a vu ça dans la mise en scène, beaucoup Chéreau, beaucoup utilisé cela. Dans l'acte 2 de la Valkyrie, Wotan, pour des raisons diverses, va d'être amené à changer de décision
Il ne veut plus protéger son fils Sigmund. Il ne peut plus protéger son fils Sigmund en raison du fait que sa femme lui a dit que s'il faisait ça, il rompait tous les codes éthiques qu'il avait bâtis, qu'il abîmait son pouvoir. Et il faut donc qu'il renonce et qu'il avertisse sa fille de ne plus protéger ce fils. Pour cela, il faut qu'il montre à sa fille qu'il est un être déchu. En la mise en scène de Patrice Chéreau à Bayreuth, Wotan se décrit comme ça devant un miroir. C'est-à-dire qu'il se voit dans le miroir déchu et sa fille le voit dans le miroir. Il y a là une image très frappante, en même temps que le balancier montrait le monde tournant, une sphère tournant avec un balancier. Il se voyait déchu, se montrait déchu à sa fille, il se voyait déchu. Il y a là quelque chose de très important, je crois. Et on peut dire aussi que la maternalisation de la mère par le miroir est très importante, parce que le bébé se reconnaît existant dans la mère, mais il la fait existante comme mère, n'est-ce pas? Ça, c'est essentiel, je crois. Processus de création de la mère par le bébé.